Je crois que s'engager, c'est inspirer aussi les gens autour de nous, de leur dire que si toi, une personne lambda, peut finalement changer les choses à ton échelle, bien tout le monde est capable de le faire aussi. Qu'est-ce que je peux faire, moi, à mon petit niveau, pour laisser un monde meilleur? Si on attend d'être parfait, on ne se lancera jamais, on ne commencera jamais. La clé essentielle du féminisme, c'est la notion de sororité. Ça sert à rien d'avoir 15 jeans dans son placard vu qu'on n'en porte que 2. Bien consommer aujourd'hui, c'est acheter des belles pièces et pouvoir les accessoiriser, les réinventer, les porter différemment. Vraiment savoir ce qu'on achète parce qu'on l'aime vraiment et qu'il est intemporel aussi. Bienvenue dans Nouveau Modèle, le podcast sur la mode responsable et engagée. Je suis Chloé Cohen et chaque mercredi, je donne la parole à des femmes qui font bouger les lignes de l'industrie textile. Parce qu'elles connaissent les impacts négatifs de cette industrie sur nos vies et sur l'environnement, ces femmes ont choisi de mettre en avant une mode plus humaine, plus durable, plus inclusive et moins polluante pour notre planète. Cette semaine, je reçois Marine et Paul, les créatrices de la marque de chaussures No Masei. Dans cet épisode, mes invités nous embarquent dans leur usine en Italie, une usine très innovante qui tente de minimiser son empreinte écologique. Marine et Paul nous racontent aussi comment se passe leur collaboration avec cette usine et comment, via un partenariat tout à fait inédit, elles parviennent à remonter la filière du cuir pourtant si opaque. Elle nous explique aussi ce choix de matières premières, quand on sait que l'élevage intensif est aujourd'hui l'une des sources les plus importantes de pollution. Et enfin, on évoque ensemble les alternatives au cuir, pas toujours très durables ou adaptées à la chaussure. Avec Marine et Paul, on parle de la Toscane, de Cactus, de la militante féministe Angela Davis et du troisième associé Samuel, le fils de Marine, que vous entendrez parfois dans l'épisode. Je vous souhaite une très belle écoute. Bonjour Paul et Marine. Bonjour. Merci beaucoup d'avoir accepté cette invitation pour venir parler de vous et de votre marque sur le podcast. Merci à toi de nous inviter. Alors pour cette première question, j'aimerais savoir comment vous vous êtes rencontrés, parce que je crois que c'est à Venise. Alors je trouvais l'anecdote assez intéressante, si vous voulez nous raconter. En fait, on s'est rencontrés le premier jour de mon arrivée chez Chloé en tant que designer senior designer chaussures. Mon premier jour se passait en usine, directement, tout de suite dans le bain. Et là, il y avait Marine, qui était chef de produit à l'époque, et donc mon binôme. Et donc, premier jour, on s'est rencontrés dans cette usine qui était à Venise. Après, on a évolué toutes les deux. Je suis devenue head designer, elle responsable de collection. Et notre binôme a évolué. Et voilà, on s'est rencontrés et on a grandi ensemble, fini de grandir ensemble chez Chloé. C'est génial, je trouve, comme... Ouais, c'est vrai que c'était... Et moi, je revois encore la scène. Ah ouais, moi aussi, cette complètement. Cette grande salle, là, avec les dessins accrochés au mur. Et ça a été un coup de foudre professionnel. Ouais. On s'est hyper bien entendu. Et en fait... C'était un séjour de plusieurs jours. C'était 2-3 jours. Et le soir, du coup, on était à l'hôtel. Ouais, et le dernier jour, on n'était plus que toutes les deux. Et en fait, après, on a papoté dans l'avion. Je pense qu'on a concassé le cerveau des gens qui étaient autour de nous dans l'avion parce qu'on n'a pas arrêté de parler. Et puis voilà. Et génial. Et après, vous êtes plus quittés. Donc, on va arriver après à la marque que vous avez créée ensemble. Mais d'abord, à quel moment, respectivement, vous avez pris conscience des dérives de l'industrie textile? Alors, personnellement, ça s'est passé en plusieurs étapes parce que j'ai une longue expérience et en fait, assez vite, j'ai commencé à peu près en 97-98 à avoir mes premiers stages dans la chaussure et puis après à travailler. Et vers 2004, déjà 2005, 2006, donc très tôt, il y avait déjà une dérive humaine. D'un point de vue humain, que moi j'ai senti en voyant le début de la délocalisation, les grands groupes arriver, et j'ai vu tout ça. J'ai commencé à le ressentir, et d'un point de vue humain, ça se sentait beaucoup en fait. L'humain était de moins en moins respecté. J'ai assisté à des choses dramatiques, où j'ai entendu des choses dramatiques après, quand je suis partie, parce que plus tard, quelques années après, l'usine Kélian a été fermée pendant les vacances. C'est-à-dire les employés sont revenus, il n'y avait plus rien, des choses comme ça. Il s'est passé plein de choses où déjà l'humain, la dérive de l'ouvrier, de l'artisan, en fait, de son traitement, de sa valorisation, ça avait dérivé. Ça avait complètement périclité. Il n'y avait plus ce respect qu'il y avait avant. Déjà ça. Et puis après, d'un point de vue écologique, c'est venu beaucoup plus tard.
Parce qu'au début, j'étais encore dans cet aveuglement de la passion de mon métier, en fait, le design. Et finalement, ça a commencé à arriver quand j'étais fatiguée. J'ai dû m'arrêter un peu à un moment parce que j'étais épuisée par tout le rythme et tout. Et du coup, en fait, cet arrêt, cette pause, je me suis dit, mais qu'est-ce qui se passe ici ? Et là, j'ai commencé à réfléchir et à voir les choses autrement, à prendre du recul, en fait. Parce que quand on est dedans et qu'on bosse comme un fou tout le temps, on n'a pas ce recul. Et on voit pas. Et la seule chose qui compte pour un designer, c'est la créa. Et finalement, en prenant un peu de recul, je me suis dit, mais c'est n'importe quoi, on fait un gâchis fou. Et en fait, après, du coup, évidemment, on commence à en discuter et on commence à regarder les choses autrement. Mais ça, c'était plus tard déjà. C'était, je dirais, 2012, 2013. Ah ouais. Et je pense que il y a quelque chose qu'on peut voir très précisément. C'est qu'en fait, c'est arrivé à un moment où les grands department stores ont demandé, et ça se voit dans le September issue, le documentaire, en fait, ils demandent qu'il y ait le plus de drops de livraison. Et on leur dit oui, en fait, à l'époque. Et là, tout s'accélère. Et je pense que c'est arrivé à partir de là. Mais moi, je m'en suis rendu compte vers 2011-2012, je crois. Moi, je m'en suis rendu compte plus tard parce que moi, je suis rentrée chez Chloé en 2014 et je dirais que c'est au bout de 2 ans chez Chloé que j'ai commencé à me dire oula, il y a un truc qui va pas. Parce que quand je suis arrivée chez Chloé, on faisait 4 collections par an, c'est-à-dire 2 collections défilées et 2 pré-collections. Donc, bon, ça va, c'est normal. Et c'était surtout des collections assez contenues. Et puis, en fait, effectivement, Paul a raison, il y avait vraiment une demande de tous ces grands magasins, notamment tous ces grands magasins américains. Et là, en fait, c'est parti complètement en sucette parce qu'en fait, quand je suis partie en 2019 de chez Chloé, on était plutôt autour de 10 collections, en fait. Parce que c'est les capsules, en fait. Les High Summer, les High Winter, les Drop 1, les Drop 2, enfin, tous ces trucs-là. Et en fait, là où on s'est rendu compte de la dérive, c'est que pour pallier à ce manque de temps, parce que surtout que la chaussure, c'est un produit très complexe qui demande beaucoup de temps. Donc nous, avec Paul, on a toujours fait que de la chaussure. Hein. Donc on ne peut parler que de ce produit-là, mais c'est un produit qui demande beaucoup de temps. Et pour pallier à ce manque de temps induit par la multiplication des collections, et ben en fait, on visait très large en se disant bon, on fait plein de modèles et puis on verra bien dans tous ces modèles-là, il y aura bien une pépite. Et puis le reste, on le jetait, quoi. Donc c'est là où tu te dis là il y a un problème sur l'impact humain parce que ces gens-là qui nous ont produit tous ces modèles, on leur a demandé de travailler très vite, de courir. Donc il faut savoir que dans les usines, ils travaillent du lundi au samedi compris. Ils ont que le dimanche de repos. Et parfois on leur demande de réouvrir le dimanche. Ouais. Donc impact humain et impact écologique parce que après toutes ces chaussures elles sont détruites, quoi. Donc ça fait mal au cœur. Donc voilà, moi c'est au bout de 2 ans chez Chloé, je dirais 2016. Ouais, le temps en fait de t'imprégner un petit peu de cet univers. Ouais, et puis mais il y a eu un shift aussi, c'est-à-dire qu'il y a eu un moment donné où il y a eu un changement de stratégie aussi dans les directions. Où moi j'ai un souvenir très précis quand même d'une réunion à un moment donné. D'un big boss qui nous disait désolé mais Zara sort des collections à des Windows parce qu'on parlait en Windows qui changent je sais plus, enfin c'est quasiment toutes les semaines. Ouais, on est à 52 collections, quelque chose comme ça chez Zara par an. Donc une par semaine alors. Voilà. Bon voilà, oui, donc c'est on ça. est à peu près à ça, à peu près une cinquantaine de collections. Bon c'est un délire, donc une semaine. Donc nous c'était pas d'en faire une par semaine, enfin une collection par semaine, mais c'était l'idée de se dire il faut quand même pouvoir être compétitif avec ces gens-là. Donc, on prend un peu le rythme de la fast fashion. Ouais, c'est dingue. Donc, c'est dingue. Ouais, de dire que des marques comme ça ont pris comme exemple des groupes. Elles en reviennent, même si ça va commencer à être difficile, parce que c'est comme un drogué, en fait, il va falloir le sevrer. Mais elles en reviennent. Les gens sont habitués à la nouveauté. Mais les clients, derrière, n'ont pas le temps d'acheter. C'est-à-dire que les produits étaient en solde avant même d'avoir eu le temps d'être vus. Puis nous, on le voit quand on discute, nous, avec les clientes, elles sont pas du tout friandes non plus de nouveautés à ce point-là, quoi. Mais absolument pas. Je trouve que c'est étouffant. Oui, moi, en tant que client, on se dit, mais c'est pas possible. Comment je vais faire un choix parmi tout ça, quoi. En plus, on peut même pas créer du nouveau tout le temps comme ça. Donc, au bout d'un moment, on se copie mutuellement et on se recopie soi-même et on fait juste des petites déclinaisons, ça appauvrit, en fait. Tout est appauvri, de la création aux relations humaines, aux ressources de notre planète, de la planète, et aussi à l'artisanat et tout ça. Parce que... Exactement. Non, effectivement, pas top.
Donc là, on a parlé, même si on a parlé un petit peu du monde de la chaussure, mais de l'industrie textile spécifique, enfin de façon générale, est-ce qu'il y a des dérives spécifiques au monde de la chaussure, ou est-ce que ça s'inscrit quand même dans cette industrie textile de façon globale et donc c'est un peu toujours la même chose, ou est-ce que le monde de la chaussure a certaines dérives très caractéristiques? Alors, il y a deux choses. Moi, je pense que ça s'inscrit, c'est que ça s'inscrit de manière globale dans les dérives de l'industrie en général. De la mode, voilà, exactement. Là où c'est encore plus sensible sur la chaussure, c'est que c'est vraiment le produit. Notamment dans le luxe, par exemple, sur le prêt-à-porter, il y a les studios, les ateliers qui sont intégrés dans les maisons, tout ça. Donc, ça permet une flexibilité, une vélocité quand même assez importante. La chaussure, c'est un produit qui nécessite un temps qui est incompressible. Et c'est vraiment pour ça, c'est le pire produit. Alors, c'est ce qui en fait aussi, moi, personnellement, celui que je préfère, l'intérêt. Mais c'est le pire en termes de timing, parce qu'il y a vraiment un temps complexe. Très compliqué. Donc, les dérives de l'industrie qui, notamment, s'expliquent par cette accélération du temps, cette compression du temps, sont encore plus sensibles sur la chaussure, je dirais. Et là où, du coup, ça en fait une dérive de cette catégorie-là en particulier, c'est qu'il y a un appauvrissement du produit sur ce produit qui est encore plus sensible, je trouve. Parce que, alors en plus, il faut savoir que la chaussure, c'est un produit sur lequel c'est difficile de beaucoup marger. Mais en même temps, toutes les maisons veulent se mettre à la chaussure parce que ça permet d'attirer une clientèle moins fortunée, puisqu'il y a un prix d'appel qui est un peu plus accessible. Mais en même temps, c'est un produit sur lequel les marques margent moins. Donc il y a une course à la marge aussi, par exemple, dans la chaussure, qui est très importante. Et du coup, ce qui en résulte, c'est un appauvrissement du produit, un choix dans les matières qui sont moins qualitatives, un choix dans les composants, ce genre de choses. Donc je dirais que c'est ça la dérive vraiment caractéristique à la chaussure. Et ça se ressent d'autant plus que la chaussure... Pardon, ça c'est l'intervention de Samuel. il est d'accord. Voilà, Samuel est d'accord avec nous. Et donc en fait, là où ça se ressent encore plus dans la chaussure, c'est que la chaussure, au-delà d'un produit de mode, c'est un produit qui a une fonction, une fonctionnalité, à savoir celle de porter le corps. Et donc, ça doit être confortable. Et sauf que quand on n'a pas le temps de le faire et que de la faire bien, de l'aboutir, de le mettre au point, parce que le travail de mise au point dans la chaussure, c'est, je sais pas, franchement, c'est 70% du taf, quoi. C'est énorme. Et donc, quand on n'a pas le temps de faire tout ça et qu'en plus, on va faire des cuirs qui coûtent un peu moins cher, donc qui sont moins qualitatifs, tout ça. Et en fait, on se retrouve avec des chaussures qui font mal aux pieds, qui sont pas confortables et qui sont jetables en fait. Ouais. Voilà. On les met pas. On les met pas. Pourtant, c'est des chaussures de luxe. Et pourtant, ça reste des chaussures de luxe. Donc, je dirais que c'est ça vraiment la dérive. Après, il y a aussi, alors pour parler de la chaussure de luxe, il y a aussi cette dérive du made in Italy ou du made in France, c'est pareil. Enfin, c'est qu'en fait, même dans le luxe, une partie des opérations sont délocalisées. Notamment en Roumanie et dans d'autres pays un peu plus lointains. Et ça revient en Italie et c'est toujours un made in Italy. Donc ça, c'est une dérive de la chaussure, des dérives de la chaussure qui est très importante aussi. Oui, parce qu'en plus, ces délocalisations engendrent un impact environnemental important carbone aussi. Et à la fin, c'est du made in Italy parce que en fait, c'est des petites étapes de la fabrication de chaussures, genre un peu de couture, un peu d'assemblage, ce genre de choses qui sont faites ailleurs. Et ensuite, tout est remonté pour en faire une chaussure dans une usine italienne. Ça, il y en a beaucoup qui le font. Ouais. Ouais, de toute façon, on a aussi ces dérives-là dans le textile où parfois on a du made in France parce que la broderie a été faite en France. Donc, en fait, la valeur ajoutée du produit, soi-disant, est en France et donc les marques peuvent mettre made in France. Donc, exactement. C'est vrai qu'il y a un vrai sujet, mais je ne savais pas que ça concernait aussi la chaussure beaucoup. Quoi. Surtout que tous ces pays de l'Est sont frontaliers en fait de l'Italie et notamment de toute la région du Veneto dans lequel il y a beaucoup de grandes usines italiennes exactement. Du Veneto. Donc c'est facile en fait, ça part en voiture. C'est facile. Ok. Alors évidemment, j'ai énormément de questions à vous poser sur votre marque, mais d'abord, qu'est-ce qui a motivé l'envie de vous associer? On sait comment vous êtes rencontrés, vous l'avez expliqué en première question, mais qu'est-ce qui vous a motivé pour cette association et pour créer cette marque ensemble, toutes les deux? L'association, ça vient d'abord de notre amitié. Du fait que, moi, personnellement, en plus de 20 ans de carrière, j'ai jamais été aussi à l'aise dans un binôme. C'est-à-dire une chef de produit, une responsable de collection et un designer, c'est un vrai binôme, on travaille ensemble.
On peut pas travailler l'un sans l'autre. Et en fait, c'est le meilleur binôme que j'ai jamais vécu dans cette carrière. Donc pour moi, c'était assez évident avec Marine. On est très complémentaires. Et c'est vrai que monter une marque seule, c'est impossible. Enfin, c'est impossible si c'est possible, mais moi, j'aurais même pas eu envie. C'est Marine qui l'a proposé. Oui, c'est moi qui l'ai proposé. Au début, tu m'avais dit non. Hein. Oui. Au début, tu m'as cordialement envoyé sur les roses. Non, mais avec toi, oui. Voilà. Non, ça peut faire d'abord peur, une histoire humaine. De faire le grand plongeon. Oui, clairement. Ouais. Et puis moi, j'avais déjà fait des chaussures de tango à Buenos Aires et j'avais pas forcément envie de renouveler à ce moment-là l'expérience entrepreneuriale. Et finalement, Marine, à force de travailler avec Marine, je me suis dit, bon, allez, avec Marine, c'est possible. Tu as oublié cette expérience. C'est marrant, des chaussures de tango à Buenos Aires. Très drôle. Mais moi, c'est pareil. Binôme avec Paul, très naturel. Donc du coup, envie... après avoir goûté à ça, pas envie de travailler avec quelqu'un d'autre en tout cas. Du coup, envie de prolonger cette aventure humaine dans quelque chose d'un peu plus grand que d'être juste à travailler pour quelqu'un d'autre. Et puis pour rien te cacher, toutes les deux, enfin peut-être plus moi que toi, parce que toi, tu as quand même ce côté passion que moi j'ai aussi, mais si tu veux, il y a un moment donné chez Chloé, j'en pouvais plus. Je trouvais plus de sens à mon travail. Et donc, j'ai réfléchi à des reconversions, tout ça. Et puis après, en discutant avec des gens, ils m'ont dit « Ah, t'es quand même passionnée par ce métier, ce serait dommage de laisser tomber tout de suite. Est-ce que tu veux pas plutôt essayer de le faire, mais différemment ?» Et du coup, c'est comme ça qu'est venu No Maseille, et c'est comme ça qu'avec Paul, on s'est dit on va tenter de vivre de nos passions, mais d'en vivre en étant fiers de ce qu'on produit. Et, en respectant nos valeurs, en respectant nos valeurs, et en étant un peu plus alignés, en fait. Parce que c'était ça qui était difficile chez Chloé, c'était un manque d'alignement. Mais c'était pas Chloé pour Chloé, hein. Oui, c'est juste les grandes maisons, en fait. Mais c'était les autres maisons. Ouais, c'était un problème d'alignement. Quand tu te rends compte que tu passes des entretiens dans d'autres maisons qui te faisaient rêver quand tu avais 18 ans, mais qu'en fait, tu n'as pas envie d'y aller. Tu dis, mince, là, je suis dans une impasse. Et donc voilà, c'est comme ça aussi que c'est venu cette volonté de s'associer. Et bon, franchement, moi, même s'il y a des jours où c'est dur de monter sa marque, parce que c'est pas tous les jours facile. C'est les montagnes russes, c'est le roller coaster, n'est-ce pas, comme beaucoup l'appellent. Ah bah clairement. Ouais, mais en même temps, moi, pour rien au monde, je regrette moi non plus, parce que expérience de dingue. Et en fait, avec Paul, on se connaissait déjà d'avant, mais en fait, on rencontre des gens. Incroyable, c'est une aventure en fait. Et donc je pense que c'est pour ça. Je pense que ça fait partie de l'alignement. Je pense que c'est pas notre fabricant Massimo. Il le dit souvent. Il dit non, arrêtez de dire que c'est un hasard. C'est pas un hasard. Et c'est vrai. Je pense qu'il a raison. C'est une chance. Oui, c'est pas une chance. Non, oui, on dit que c'est une chance. Nous, souvent, on dit on a de la chance. Non, c'est pas une chance. En fait, c'est qu'à un moment donné, il y a un truc d'alignement qui est fait. Du coup, on rencontre des gens qui nous correspondent, qui ont les mêmes valeurs et tout ça, quoi. Ouais. Donc ça, c'est plutôt agréable. Ouais. Et que ce soit des gens du métier ou des gens, des clientes aussi, avec qui on commence à avoir même des amitiés et tout, parce que elles viennent, elles reviennent. Et on se marre. Enfin, je sais pas, ça crée des liens. C'est assez drôle, en fait. On rencontre vraiment des gens passionnants et intéressants. Chose qui nous arrivait pas forcément. On rencontrait juste des collègues, en fait, avant. Bah oui. Et c'est vrai qu'on était toujours derrière le guidon à bosser comme des folles. Maintenant, on bosse beaucoup, mais pour nous. Mais à côté de ça, en bossant, on rencontre des gens incroyables. Et c'est vrai que c'est hyper plaisant. Et il y a une question là qui me vient à l'esprit, je vais vous la poser maintenant avant d'oublier, mais quand on a travaillé longtemps pour des grandes maisons qui ont leur spécificité et surtout leur esprit, comment on arrive à se réinventer d'un point de vue design, à créer son univers, ou alors est-ce que c'était des choses enfouies qu'on n'a jamais trop osé parce que ça correspondait pas à l'image de la maison pour laquelle on travaillait, ou... Alors, je me suis toujours adaptée aux autres. Parce que c'était mon métier de m'adapter aux autres. Mais en fait, même quand on s'adapte aux autres, on apporte toujours de soi. C'est-à-dire que pour quelques maisons qu'on travaille, on va apporter de soi. C'est-à-dire ce sera toujours... tous les designers sont différents. Et d'ailleurs, toutes les collections, dès qu'un designer change, la maison change. Enfin, tout change. Le style un peu évolue. Même si c'est la même maison qui a le même ADN, le style va changer un petit peu. On a toujours notre créativité en nous. Et en fait, ce qui se passe pour No Maseille, c'est que je peux du coup explorer complètement en fait cette partie-là, mais aussi c'est pas que moi No Maseille, c'est Marine aussi, et en fait je dois faire des chaussures qui me plaisent,
mais qui plaisent aussi à Marine. C'est-à-dire que dans notre idée, on est un collectif. En fait, c'est pas c'est moi la designer, mais la marque ne portera jamais mon nom. C'est Nomasei, et c'est vraiment une histoire de partition à plusieurs mains. Et en fait, ça doit répondre à nos identités à toutes les deux. Donc la mienne et celle de Marine. Et je crois que c'est ça qui est le plus difficile à trouver. Finalement, c'est que ce n'est pas que mon identité. Et mon identité, je l'ai depuis toujours, depuis que j'ai commencé à dessiner des chaussures quand j'avais 12 ans, en réalité. Et elle n'a jamais changé. Et c'est une façon de voir la création, c'est un process créatif, et ça, je l'ai depuis toujours et il n'a jamais changé. Évidemment, j'ai évolué, on évolue, on grandit, tout ça, mais l'identité, elle y est. Là, aujourd'hui, pour Nomasei, la plus grosse difficulté au départ, ça a été de trouver notre identité commune, en fait. Parce que ça doit plaire aussi à Marine, puisque c'est mon associée et qu'on crée cette marque ensemble. Bien sûr. Et puis notre difficulté, qu'on a encore aujourd'hui, c'est qu'on est très... aussi bien Paul que moi, nos goûts sont... hyper diverses en fait, et qu'en vrai on aime un peu tout, on est tellement curieux, il faut arriver à se canaliser, et du coup il faut arriver à se canaliser, faut choisir, et ça c'est dur, et c'est ce qui est ce qu'il y a de plus difficile. Et aussi quand on décide de monter une marque intemporelle, c'est aussi pour un créa de se freiner un peu et de pas partir en vrille dans la créa, parce que parfois on a envie quand même un peu de faire des trucs puis c'est vrai que dans notre charte en plus on s'était imposé de ne pas justement lancer des protos à tout va, ce genre de choses. Donc Paul, avant de lancer un proto, c'est beaucoup de réflexion, parce que comme faut être sûr. Oui, parce que l'idée c'est de ça fait partie de notre éthique en fait. de pas faire travailler les artisans sur des choses dont on sait. Enfin, si tu veux, il y avait des fois avant on travaillait en se disant de toute façon ça on sait que ça aboutira pas, mais vas-y c'est un kiff, on le fait. Bah non en fait, parce que du coup il y a un modéliste qui va travailler dessus. Ensuite après c'est des matières premières qu'on utilise pour le fabriquer. Et puis t'en fais quoi après de ce proto? Un proto c'est un pied en plus, c'est même pas une paire, donc de toute façon tu peux rien en faire. Donc oui c'est cool, ça fait des archives et tout, c'est trop bien. Mais bon, il y a quand même, faut se freiner quoi, parce que sinon c'est un délire. Puis il y a du travail humain aussi derrière. Donc si tu sais qu'à la fin ce truc tu vas le jeter, tu fais pas travailler les gens dessus. Voilà, l'idée c'est de pas se freiner sur le dessin. Voilà. J'ai le droit, je me permets de dessiner absolument tout ce dont j'ai envie. Par contre, après, en réalisation de proto et d'échantillons et tout ça, on travaille avec pragmatisme. Voilà, on reste pragmatique. Mais c'est aussi un processus créatif intéressant, parce qu'en fait, c'est beaucoup plus difficile, je me suis rendu compte, de dessiner une sandale parfaite que d'en dessiner 150. Et dans ces 150, on en trouvera bien quelques-unes qui sont géniales. C'est l'idée, c'est qu'avant on dessinait et on lançait des milliers de protos, des milliers de modèles. Il y en avait toujours des biens, mais quand on en a qu'un à lancer, faire le bon choix. Casse-tête. Mais ça fait partie. C'est un processus créatif qui est passionnant quand même. C'est formateur aussi, j'imagine. Oui. On apprend tous les jours là. Même après plus de 20 ans de carrière. Et alors, avant de rentrer un petit peu dans le détail de ce qu'est Nomasei, de vos engagements, de vos valeurs, déjà, qu'est-ce que ça veut dire Nomasei, le nom? Ça, c'est Paul qui raconte, c'est elle qui a trouvé le nom. Alors, Nomasei, ça se décompose en deux parties. C'est Noma, c'est mano à l'envers, donc la main. Au départ, c'était en espagnol. Maintenant, on dit que c'est en italien. En réalité, au départ, c'était en espagnol parce que j'ai passé beaucoup de temps en Argentine et je suis un peu argentine de cœur. Mais en réalité, maintenant, c'est italien. Et le sei, c'est le chiffre 6. Et donc, en fait, Nomasei veut dire 6 mains. C'est-à-dire c'est celle de Marine et les miennes, ça fait 4, et les 2 autres c'est les mains de chaque personne qui participe au processus qui fait de Nomasei une réalité, qui participe, que ce soit à la réalisation du modélisme, du patronage, du prototype, les ouvriers, les artisans qui vont faire les formes, les talonniers, chaque personne. Mais aussi le photographe qui va faire que la campagne montre bien les chaussures, des stylistes qui nous accompagnent pour les photos, ça va être une stagiaire, une alternante qui travaille avec nous. C'est chaque personne en fait qui vient à un moment donné travailler avec nous, chaque freelance qui va nous aider aussi sur des sujets précis. L'idée, c'était de montrer la force du collectif, parce que on a toujours voulu faire de Nomasei justement quelque chose qui ne soit pas trop personnifié en mode starification.
Et l'idée, c'était vraiment de dire la volonté aussi, c'est de respecter chaque personne. Et c'est comme ça qu'est venue l'idée de partition à plusieurs mains, quoi. Ok. C'est un joli nom. C'est beau, c'est assez symbolique et tout. Paul est revenue de vacances un jour et elle avait une épiphanie comme ça. Mais c'est vrai. Hein. C'est bien. En bas dans le jardin. C'est toujours difficile en plus de trouver le nom d'une marque. Donc celui-là est hyper dur. Très parlant. Avant, on avait fait des essais. J'ai retrouvé des essais de mots, de choses. Enfin bon, n'importe quoi. Mais ouais, c'est. Et alors, on va parler aussi de votre usine en Toscane, qui est quand même une énorme partie prenante de ce projet et de ce qu'est Nomasei. Est-ce que vous pouvez nous en parler un petit peu de qui se cache derrière cette usine, de pourquoi vous l'avez choisie pour fabriquer vos chaussures Oui, bien sûr. Alors, déjà, cette usine, c'est une usine familiale de Toscane, une usine de chaussures de luxe. Elle est gérée par les 3 fils des 2 fondateurs. Enfin, il y a eu 2 fondateurs, un a eu 2 fils, l'autre 1, et c'est les 3 fils qui gèrent ça, donc c'est une vieille usine. C'est une usine qui, déjà, quand on l'a rencontrée, avait un très très fort discours pour l'humain. En fait, c'est ce qui nous a vraiment séduite et convaincue dès le départ, c'est qu'ils avaient déjà enclenché énormément de process pour améliorer les conditions des employés. Ils ont des certifications aussi pour le traitement de leurs employés, c'est-à-dire ils sont mieux payés que la moyenne, même pas que le minimum, hein, c'est mieux payé que la moyenne. Ils ont une très bonne assurance santé, ils ont des certifications pour ça. Ils n'utilisent aucun solvant chimique dans le montage des chaussures, ce qui fait qu'il n'y a pas de vapeur pour les ouvriers. Après maintenant, mais ça on en parlera après, je pense ils sont en train d'améliorer encore parce qu'ils sont en train de fabriquer une autre usine, de construire une autre usine qui là va beaucoup plus loin parce qu'elle va plus loin dans le respect de l'humain mais aussi plus loin dans le respect de l'environnement. De toute façon, on va parler de l'environnement ensuite parce qu'il y a des aspects très intéressants. Et c'est vrai que du coup, quand on cherchait une usine, on a trouvé ces gens qui correspondaient à nos valeurs en fait, tout simplement. Et ça a été assez fulgurant en fait. Une fois qu'ils ont dit oui, au début ils ont dit non, on a insisté un peu parce que c'est vrai que les petites marques pour les usines c'est pas rentable au départ. Et c'est un risque aussi. Oui, voilà, exact. Et donc on a insisté un peu et puis finalement ils ont dit oui et en fait tant mieux. Tant mieux. C'est vraiment un très bon choix. On est vraiment très contents. Et puis c'est vrai que là où c'est particulier et c'est assez unique, je pense qu'on est les seuls. Non, il y a d'autres gens qui sont associés avec leurs usines, mais souvent c'est des usines qui appartiennent à leur famille ou ce genre de choses. Donc nous on est associés avec ce fabricant. Ouais, c'est ça. Moi je voulais en venir. C'est une question que j'avais prévue de ce modèle-là. Partie de la société. Et donc en fait on peut dire que Nomasei est un fabricant de chaussures. Et c'est vrai que ça nous donne la possibilité. Donc ils ont des parts, c'est ça. Pour bien expliquer, ils ont des parts dans l'entreprise. De l'entreprise. Une bonne part de l'entreprise. Et du coup, en fait, là-bas, on est chez nous, c'est une deuxième famille. On connaît tous les ouvriers par leur prénom, on connaît tout le monde, on est comme à la maison, on a une transparence totale. Alors, il y a énormément d'opacité d'habitude dans ces milieux. Nous, on a toutes les infos, on a accès à toutes les infos, on peut tout voir, les bureaux, les trucs, on peut même... absolument tout. C'est incroyable. Et donc, ça nous permet de garantir cette transparence qu'on avance. Nous, on a la transparence avec eux, c'est-à-dire eux nous garantissent la transparence, mais nous, du coup, on peut garantir aussi cette transparence que nous avançons pour nos clientes. On la garantit, on la voit, on la vérifie, on la vit tous les jours avec eux. Partie prenante. Comment vous en êtes arrivé à faire ce choix-là de les intégrer au capital de l'entreprise ? En fait, c'est venu un peu. Nous, au début, ça faisait pas forcément partie de notre. Oui, parce que comme c'est pas commun, on n'y pense pas forcément. On n'y avait pas forcément pensé. Et en fait, c'est en discutant avec lui. Donc au début, il nous dit. Donc le dirigeant. Le dirigeant. Un des 3 fils l'aîné. Parce que au début, Paul est allé toute seule les rencontrer. Moi, j'étais pas là. Et Paul y est allé avec des dessins, tout ça. Massimo, il voit les dessins, il trouve ça hyper intéressant. Il se dit qu'il y a quelque chose à faire, qu'en plus c'est un produit qu'il fait pas lui dans son usine, machin. Et ils s'entendent bien parce que c'est vrai que Paul et les usines généralement aiment beaucoup Paul parce que c'est une designer qui comprend la technique, qui est proche du produit, qui est très proche du produit. Quoi. Voilà, exactement. C'est pas juste une designer qui dessine Paul, elle sait vraiment comment on fait des chaussures. Du coup, les fabricants qui ont les mains dedans, ils aiment bien Paul parce qu'elle a un côté pragmatique, c'est vrai. Oui, c'est vrai. Et du coup, tu respectes aussi le travail du modéliste et tout. Je les écoute. Voilà, tu les écoutes. Et donc, du coup, déjà, il y a eu un bon... Enfin, c'est vrai, il y a un bon feeling.
Puis finalement, il nous dit non, c'est pas possible parce que voilà, ça nous prend trop de temps pour au début des petites quantités, nanana, tout ça. Et puis, il revient vers nous quelques mois après, il nous dit j'ai réfléchi, mais bon, ce serait bien, j'aimerais vraiment le faire, ça m'intéresse, mais il faudrait qu'on trouve un moyen que je sois plus partie prenante parce qu'en même temps, en fait, j'en ai envie, j'ai pas juste envie d'être un fabricant, ça m'intéresse votre projet, j'aimerais bien pouvoir m'y investir plus, en fait. Presque, en fait, ça l'amusait, enfin... Bah c'est ça, l'amuse, ça le challenge et ça l'éclate, en fait. Alors, il y a des jours où ça l'amuse pas, je pense qu'il y a des jours où il a envie de nous tuer, mais... mais ça, c'est normal. Mais comme c'est normal, c'est normal. Comme tout projet. Et donc en fait c'est venu comme ça. Et puis je sais plus qui de lui ou de nous a proposé une association. Et puis voilà. En fait ça s'est fait lui, comme ça. Jour, il nous a dit je vous propose de prendre quelque part, mais vous choisissez. Ah oui c'est vrai. Il nous avait dit c'est vous qui déterminez. Pas grand chose. Je veux juste un tout petit peu pour avoir l'impression que c'est un peu à moi aussi. Voilà. Et je vous embêterai pas dans les décisions. Et finalement, on a décidé de lui donner une bonne part, beaucoup plus que ce qu'il demandait, en fait, que ce qu'il avait proposé. Et pourquoi, du coup, de lui avoir donné plus finalement Parce qu'en fait, sans lui, on est rien. Tellement important et que il offrait, du coup, on lui a proposé, du coup, on a négocié. Enfin, du coup, ça a été bon, ok, on propose de donner plus, mais donc en contrepartie, tu vas être notre directeur technique. Ce qui nous permet de... Ce qui est dingue. Ça nous aide énormément parce que pendant le Covid, par exemple, ça nous a énormément aidé. Je ne pouvais pas y aller tout le temps, alors qu'avant, j'y allais une semaine par mois. Chez Chloé, j'y allais une fois par semaine ou 2 fois par semaine. C'est-à-dire, ça me permettait de passer moins de temps en usine. C'est une aide incroyable. Et puis des facilités de paiement, des choses comme ça qui nous aident sur la trésorerie. Et puis même en période de Covid, il a continué de nous livrer. C'est pour des petites marques qui débutent. Et en fait énorme. aussi, il y avait aussi encore une fois cette volonté de l'impliquer, de le motiver et de respecter son travail. C'est-à-dire qu'il y avait cette chose humaine de la relation. En fait, c'est pas que nous. Si nous on va exister, ce sera grâce à lui, grâce à son usine, grâce à ses employés. Et en fait, on va lui devoir beaucoup toujours. Mais tu sais que je pense que ça s'est fait comme ça. En fait, encore une fois, je pense que c'est pas un hasard. C'est que je pense qu'il a compris parce que quand tu es allé le voir, le pitch, c'était quand même de dire à une usine. Alors nous, on veut fonder cette marque parce qu'en fait, ce qu'on préfère dans notre travail, c'est le travail avec l'artisan. Nous, là où on préfère être, c'est dans les usines, ce qui est vrai. Hein. Avec Paul, là où on préfère être, c'est à l'usine. Franchement, on est trop bien là-bas. C'est là que je travaille le mieux. Parce que c'est des gens comme nous, en plus. C'est des gens simples. C'est des gens simples parce que quand tu commences à être dans les grandes maisons, tu rencontres un peu des gens qui sont dans d'autres sphères, quoi. Et je veux bien le croire. Voilà. mais donc, il y a des gens à qui ça va très bien. Moi, ça n'a jamais été ma came. Paul non plus. On n'est pas des filles de ce genre de milieu-là. Donc, en fait, nous, avec les artisans, on se sent chez nous. Enfin, on se comprend. Et donc, on est allé le voir comme ça, en lui disant ça. Et il en avait les larmes aux yeux, en fait. Et je pense que c'est pour ça aussi que ça s'est fait, cette association. Et moi, il y a des jours où je me dis, mais en fait, on n'aurait pas pu faire autrement. Ça coule tellement de sources d'être associé avec cette personne. En fait, on a l'impression de le connaître depuis toujours. C'est devenu un ami. C'est un membre de la famille, quoi. Et on fait partie de sa famille aussi. Et voilà, exactement. Et c'est incroyable parce que alors il y a des jours où il nous dit vous me fatiguez avec vos trucs d'éthique parce que on lui demande toujours plus de recherche, de trucs. Mais je veux dire, on pourrait jamais aller aussi loin si on n'avait pas cette association. Jamais on aurait pu aller aussi loin parce que moi quand j'y passe du dans temps, la traçabilité, la transparence. Parce et puis même, à chaque fois qu'on lui demande que Paul, elle trouve un nouveau cuir, un nouveau. Je lui dis, on peut l'essayer, teste ça. On peut aller voir ce fournisseur. Et il y a plein d'usines qui diraient non. Moi, je vais passer là, par exemple, il y a pas longtemps, j'y ai passé un mois. En mars, avril, mai, je ne sais plus. Et j'ai fait un mois de recherche de nouvelles technologies, de nouvelles techniques de tannage, de nouvelles... tout ça. Et en fait, il m'accompagne là-dedans parce que j'ai besoin de son avis technique, parce que lui, il est né dedans et il connaît tous les tanneurs de la région, il connaît tout le monde parce que c'est ses voisins, il a été à l'école avec eux. Et donc, en fait, il sait qui est un charlatan, qui n'est pas un charlatan, il sait. Et donc, j'ai besoin de lui. En fait, c'est à qui faire confiance, à qui ne pas faire confiance. Et c'est vrai que ça peut mettre à mal des entreprises comme les nôtres quand on tombe sur quelqu'un à qui on a fait confiance, on n'aurait pas dû. Avec lui, ça ne nous arrive pas.
Ben non. En fait, Ouais. donc Ouais, oui, c'est on n'aurait jamais pu aller si loin. Par exemple, je cherche un laboratoire à un moment donné pour faire des essais d'un truc. Il me dit bon alors attends, on va aller voir elle va nous donner elle va nous trouver le labo et tout. Enfin, et donc il va m'aider à chaque fois quand j'y suis à trouver les personnes pour faire le sourcing dont j'ai besoin, pour chercher et aller discuter de façon différente avec par exemple un talonnier pour trouver un moyen de recycler le caoutchouc du bon bout, pour trouver des nouvelles techniques qui ne sont pas existantes, qui ne sont pas certifiées, qui ne sont pas... Mais voilà, c'est comme quand vous allez voir un petit producteur qui fait du plus bio que bio, mais qui n'a pas l'appellation bio. En fait, et avec lui, c'est possible parce qu'on est associés. Oui, et puis après, il y a aussi et ça, c'est incroyable parce que pour une petite marque, la prod, c'est souvent ce qu'il y a de plus difficile. Et lui, il ne fait jamais partir un produit d'usine s'il n'est pas parfait. Parce que à la fin, Nomaseille, c'est lui. Donc, comme ils disent les Italiens, il n'a pas envie de se mettre la figura. C'est en gros se foutre la honte, quoi. Et voilà. Et ça, c'est vrai que c'est une chance parce que nos produits, aujourd'hui, c'est ce qui fait que nos clientes, elles reviennent. Parce que le produit, il est nickel. Ouais. Donc, ça, et pour les avoir essayées, je confirme, elles sont Ouais. hyper confortables, elles sont parfaites. Non, quoi. mais ça, c'est vrai que c'est parce que pour dire, moi en vrai, c'est moi qui pète le plus un câble entre des trois parce que les deux, ils sont hyper pointilleux et le Massimo, il est encore plus pointilleux que Paul. Et même Paul, des fois, elle dit mais je comprends pas pourquoi il a remis ça au point alors que je l'avais validé que c'était parfait. Et lui, il dit non, c'était pas encore parfait. Et donc, pour moi, je suis très perfectionniste en plus déjà. Hein. Et il arrive à trouver encore des petites choses à améliorer. C'est pas possible. Et donc ça, et en fait, c'est un truc de fou. C'est une chance. Parce que c'est là aussi où je me suis dit, c'est assez dingue, parce que sur votre site, vous dites, on arrive à savoir d'où provient la peau du cuir, dans quelles conditions, dans quel élevage, dans quelle tannerie, et ça, je trouvais ça assez fou parce qu'on sait très bien que la filière du cuir est tellement opaque que je me disais, mais comment elles font pour avoir toutes ces informations, quoi. Et en fait, alors c'est là où c'est compliqué parce que en vrai, c'est compliqué d'en parler en l'expliquant et en rendant ça intelligible. À l'écrit, il faudrait écrire un roman en fait pour expliquer de comment on arrive à tout ça. Et en fait, on y arrive. C'est ce que racontait Paul. En fait, c'est que tous les fournisseurs chez lesquels on va. Alors oui, il y a des tanneries par exemple avec lesquelles on travaille. C'est des grosses tanneries certifiées. Voilà, on a tous les documents. Voilà, hyper connus, certifiés au Laser Working Group, tout ça. Donc là, voilà, c'est facile. Mais sinon, il y en a. C'est comme dit Paul, des gens avec qui il était à l'école. Parce que c'est des petits villages en Toscane. Et voilà, ils se connaissent tous. Et donc, on y va et on est déjà introduite un peu comme un... en fait, on est introduite, tout simplement, et par quelqu'un de confiance. Et donc, en fait, on peut poser les questions. Et on peut vérifier. Et on peut vérifier. Et il faut savoir que il y a beaucoup de tanneurs et de... Parce qu'il y a les gros trucs, mais il y a le 3/4 du tissu, en fait, industriel de la Toscane, c'est des toutes petites entreprises familiales. Et même les tanneries. Et en fait, c'est des gens, quand on y va et qu'on leur pose les questions, mais ils sont ravis d'y répondre, en fait. Et de montrer. Et de montrer. Et de nous montrer. Et c'est là qu'on a découvert notamment qu'il y en a qui nous disaient, mais nous, on est plus bio que bio, on est plus certifiable que certifiable. Mais on n'a pas les moyens de se payer ce genre de certification. Donc, c'est là, en fait, que nous, on a commencé à poser des questions. Alors après, on a la chance d'avoir une amie qui travaille à l'OCDE et qui travaille, en fait, dans tout elle audite des usines du monde entier. Donc, dans le cuir. Voilà. Mais donc, en toute honnêteté, c'est elle qui nous a dit ce qu'il fallait demander, en fait, qui nous a dit elle nous a guidés. Sur les questions à poser, sur les questions à poser, les choses à vérifier, tout ça, elle nous a énormément guidés. C'est tellement dur. Enfin, c'est hyper compliqué. Même avant de décider l'usine, je lui avais demandé de vérifier, de se renseigner sur l'usine. Et elle m'avait dit, c'est bon, c'est hyper clean, tu peux y aller. Ouais. Et donc voilà, c'est elle qui nous a dit un peu quels étaient les éléments sur lesquels il fallait pas transiger. Voilà, c'est ça. Et donc, c'est des questions qu'on pose. Et en fait, oui, il y a des âneries. Alors, on n'est pas capable de dire typiquement l'élevage exactement, mais voilà, on sait que l'animal a été élevé dans telles conditions en Hollande, dans telles conditions en Italie. Là, je veux juste dire une chose, c'est qu'en fait, l'histoire de l'élevage, c'est qu'en fait, le paysan, quand il amène ses animaux dans un abattoir, il récupère sa viande. Et il vend sa viande lui-même, le paysan. Par contre, le cuir, la peau qui reste, elle est vendue par l'abattoir. Mais l'abattoir a des papiers pour montrer d'où vient cette peau, en fait. Parce que la peau est un déchet alimentaire. Et donc,
on ne peut pas acheter la peau à l'abattoir directement. C'est au paysan directement. À l'éleveur. Elle est achetée à l'abattoir. Par contre, l'abattoir a obligation de dire d'où elle vient. Donc, on sait par l'abattoir d'où elle vient. Mais c'est vrai que nous, on aimerait un jour réussir à aller jusqu'à l'élevage. Aller rencontrer l'éleveur. Voilà. Ou l'éleveuse. Mais bon, là, ça nécessite du temps. On n'a pas aujourd'hui. Bien sûr. Mais oui, il y a ce truc-là. Par contre, du coup, on sait exactement dans quelles conditions ils ont été élevés. On n'achète des cuirs qui ne viennent que de France, de Hollande ou d'Italie. Ok. Voilà, et l'abattoir, pareil, du coup, dans quelles conditions ils sont là. Absolument. Ouais. Et puis bon, après, vu la qualité de cuir qu'on achète, quand tu achètes des peaux entières, tu vois, qui sont quasiment sans défaut, bon, bah, tu sais que c'est des animaux qui ont été élevés en plein air, dans des très grands champs, dans lesquels il n'y a pas de... Qui n'ont pas été blessés, ce genre de choses. Ça se voit sur la peau. Exactement. Et souvent, c'est des peaux moins qualitatives et tout. Et nous, c'est vrai que notamment sur nos cuirs lisses... on achète les cuirs les plus chers du marché, en fait. On lésine pas là-dessus. Non. L'idée, c'était qu'on voulait continuer de travailler un produit de grande qualité. Et surtout, on voulait continuer de travailler... selon les mêmes procédés que ceux qu'on avait connus, mais dans le sens où il était hors de question pour Paul, par exemple, de ne pas faire ses formes elle-même, de ne pas faire les talons elle-même. Voilà. Et ça, c'est ça qui fait une chaussure de luxe, par exemple. Et de faire des pièces métalliques en plastique recouvert de faux métal plutôt que du vrai laiton recouvert de vrai, de vrai galva. Donc il y avait des choses comme ça sur lesquelles on voulait pas déroger. Et donc du coup, quand on s'est posé la question, on s'est dit ok, mais on peut pas arriver sur le marché avec des chaussures qui coûtent 795 euros parce que déjà il y a des marques de luxe qui le font et qui ont la légitimité entre guillemets parce que elles ont le nom, il y a la marque, donc elles nous ont le marketing, que ça ne vient pas d'ailleurs, mais c'est comme ça, elles ont le marketing, elles ont leur aura, voilà, donc on peut pas, mais en même temps on va avoir un prix de revient sorti d'usine quasiment équivalent puisqu'on travaille avec les mêmes fournisseurs, voire même des fournisseurs encore plus qualitatif. Donc, on a choisi ce système de la DNVB. Fabrique pour des maisons de luxe. Exactement. Donc, on a choisi ce système de la DNVB et en se disant, on va faire des marges, parce qu'on n'est pas dans de la charité, bien entendu, il faut gagner notre vie, mais des marges qui sont correctes. Et surtout, on choisit un autre modèle, d'aller plus lentement, de gérer tout en direct, d'avoir moins de visibilité parce que, on va pas être exposé aux Galeries Lafayette, au machin, au truc, tout ça. Ou alors, si on le fait, c'est dans d'autres conditions. Mais voilà. Donc c'est comme ça qu'on arrive. Et mais ça permet de démocratiser un peu cette belle qualité. Et c'est marrant parce qu'on s'est rendu compte au premier pop-up qu'on avait fait qu'en fait, on avait fait un premier pop-up avant le Covid. Dans le Marais où en fait les femmes rentraient et elles reconnaissaient tout de suite la qualité en fait, et après une fois qu'on les porte on se rend compte aussi vraiment de la qualité. C'est vraiment des chaussures de luxe, elles sont vraiment de très bonne qualité, très bien faites. Et pour revenir aussi un petit peu sur votre usine, parce que je trouvais qu'il y avait un élément aussi extrêmement important, parce qu'en fait, on se rend pas forcément compte, et même moi, j'en apprends tous les jours sur ce milieu-là. Et il y a un article de la marque Loom, Julia Faure, qui est une marque géniale, et qui avait écrit un article en disant qu'en fait, une grande partie de la pollution dans l'industrie textile vient de l'énergie des usines, des machines, et donc c'est pour ça qu'il faut se concentrer sur des pays qui utilisent des énergies renouvelables, des énergies vertes. C'est vrai qu'on n'y pense pas forcément. Et dans votre usine, j'ai vu ça sur votre site, il y a une vraie... c'est dans la nouvelle. Il y a un vrai engagement avec des panneaux solaires, une gestion des eaux. Et écoute, ils vont avoir 45% de leur énergie qui va être en autoproduction grâce à des panneaux solaires qu'ils mettent sur le toit. Donc, en plus, ils sont en Toscane, donc ils ont l'avantage d'avoir du soleil environ tous les jours. C'est vrai. Donc, 45% quand même. Donc, ils vont être en autosuffisance de production d'énergie sur 45% de leurs besoins. Donc, c'est quand même énorme. Après, ils ont tout un système, en fait, tout le système de climatisation en fait de l'usine, parce que il y a un fort besoin de climatisation, parce qu'en plus eux ils vont avoir d'autant plus un besoin de climatisation parce qu'en fait l'usine va être énormément vitrée pour bénéficier de la lumière du jour, donc qui est beaucoup plus agréable pour les ouvriers et pour ne pas utiliser trop d'électricité. Exactement, mais du coup ça veut dire qu'il va faire chaud parce qu'on est en Toscane, et en fait eux ils vont avoir un système de refroidissement du bâtiment par utilisation des eaux pluviales.
il les récupère et il les stocke en sous-sol. Donc en fait, l'usine est vraiment conçue comme ça. Donc il y a tout un système. Mais Davidé, il avait hyper bien expliqué ça. C'est en fait un système de l'eau. En fait, ça fait un circuit en fait. Il y a un circuit de l'eau de pluie qui se stocke, qui remonte les murs et qui retombe en gouttelettes et qui rafraîchit l'air. Exactement. À peu près. Ouais, c'est un truc comme ça. Si on a bien compris. Si on a bien compris, ouais. Parce que bon, c'est des rapports d'architectes qu'on comprend pas toujours. Compliqué, ouais. Mais c'est ça en tout cas. Il y a la récupération des eaux pluviales et il y a vraiment ce truc des panneaux solaires sur le toit qui fait qu'ils vont être autosuffisants en énergie et du coup à hauteur de 45%. Aussi. Et en eau aussi, exactement. Ouais. Et oui, de en eau pour les machines, de consommation. Exactement. Et ils sont en train aussi d'étudier aussi pour renouveler les machines, avoir des machines donc moins plus technologiques, moins énergivores. Oui, parce qu'il y a toute cette problématique-là. Et Julia l'explique très bien dans cet article que les machines, en fait, c'est un gros sujet. Après, dans la chaussure, il y a encore beaucoup de machines qui sont à la main. Ouais. C'est très manuel. C'est très manuel. Ou moins consommateur, forcément. Mais mais c'est extrêmement intéressant d'avoir des partenaires aussi qui vont plus loin, quoi. Ah bah qui se contentent pas seulement eux, ils sont déjà engagés naturellement. Avant qu'on les rencontre, ils étaient déjà dans cet engagement, en fait. Et c'est intéressant parce qu'en plus, c'est un vrai engagement vraiment sincère. Enfin, c'est pas que les autres le sont pas, mais lui, en fait, eux, ils sont 3, ils l'ont vraiment fait d'abord pour leur bien-être à eux et celui de leurs salariés, en fait. Et c'est là où je trouve que c'est encore plus cool. C'est vraiment des gens bien, en fait. Je vais encore dire, on a de la chance, on est tombé sur des gens vraiment bien. J'aimerais bien qu'on parle aussi donc du choix de la matière, de parler un petit peu du cuir, de comment vous le travaillez, parce que c'est un gros sujet à chaque fois. Voilà, le cuir, les alternatives, ce qui existe. Donc déjà, vous avez décidé de ne pas faire de tannage végétal, mais d'utiliser du cuir metal free. Donc déjà, peut-être pour réexpliquer un petit peu ce que c'est les problématiques du chrome ou ce genre de choses, ça peut être bien de... Alors en fait, on fait un peu de tannage végétal. Okay. On en a. Simplement, c'est un cuir qui ne peut pas s'utiliser sur toutes les typologies. D'accord. Oui, parce que vous l'expliquez, c'est un plus dur, dur, plus robuste, mais plus dur, plus compliqué à travailler sur. C'est un cuir qui ne se cambre pas, par exemple. Voilà. Dans la chaussure, il y a ce truc de cambrage, notamment quand on est une chaussure à talons. Et pour cambrer un cuir, il faut le chauffer. Donc si tu chauffes un cuir végétal, il change de couleur. Par exemple. Donc, en fait, on l'utilise sur la chaussure de randonnée qui a les lacets. Donc, elle n'a pas besoin d'être cambrée. Et s'il y a une typologie qui le permet, on l'utilisera. Après, on utilise du coup donc, du métal free. Le métal free, c'est essentiellement des cuirs qui sont sans chrome, donc ni 3 ni 6, et sans métaux lourds. Et ces métaux, parce que c'est le chrome 3, je crois, je confonds toujours entre le 3 et le 6. Il y a un des deux chromes qui est toxique, qui est vraiment très toxique, c'est le 6. Et le 3 et les autres métaux lourds ne sont pas forcément toxiques pour le pied, mais c'est toxique pour l'environnement. Enfin, pour la peau, mais c'est toxique pour l'environnement. Donc, et on les annule aussi. Et ils sont remplacés dans le metal free par des produits de synthèse, en fait, qui apportent la même particularité que le cuir au chrome. C'est-à-dire c'est hyper souple, brillant, c'est des cuirs qui sont très très confortables, qui sont très durables. Il y a la même main, en fait. C'est-à-dire qu'on n'aura jamais la même main sur un végétal que sur un cuir au chrome. Par contre, maintenant, les cuirs metal free, on arrive à avoir la même main que sur les cuirs au chrome. Donc, c'est une avancée. Ça prouve qu'on va dans le bon sens. Mais après, on continue à faire des recherches. Et là, par exemple, on a été voir un labo et tout. Enfin, on fait des recherches sur des cuirs qui seraient tannés à base de déchets d'huile végétale. C'est juste pas encore au point. Mais c'est en cours. Il y a quelque chose là, Il y a quelque chose, je trouve, qui, dans un futur proche pourrait être pas si lointain intéressant. Que ça, quoi, pourra être intéressant. Parce que du coup, ce serait. Et puis encore une fois, cette région-là d'Italie est quand même, les eaux sont polluées, et c'est vrai que les nouvelles générations, tout ça, elles ont à cœur aussi d'essayer de changer des choses. Pareil, dans une logique de préservation de leur territoire, en fait. Donc, tout le monde a intérêt à le faire, ils le savent. Après, malheureusement, c'est des choses qui sont pas simples.
C'est aussi un monde de lobby, le Oui. monde du cuir, donc les choses, voilà. N'avance pas vite. N'avance pas forcément Ça aussi n'avance vite pas que, vite. que tout le monde le voudrait, mais ouais. Non, mais c'est intéressant parce que ça permet de rappeler un petit peu quelles sont les problématiques du cuir, ce qui est utilisé. Et puis, c'est une question forcée. Je suis obligée de vous la poser. Ouais. Pourquoi ne pas avoir opté pour des alternatives végétales qui ne sont pas, d'ailleurs, pas cuir végétal, parce que je pense pas qu'on ait le droit de dire ça. Non, c'est vegan. C'est des véganes. C'est cuir vegan. Mais même Donc, cuir, étant donné que c'est de l'animal, normalement. Donc, c'est pas du cuir, c'est des matériaux véganes. C'est des matériaux. Parce qu'on sait que l'élevage, c'est une des sources de pollution les plus dramatiques aujourd'hui. Absolument. Que même si la peau reste un déchet alimentaire, d'une façon ou d'une autre, il faudrait arrêter déjà de manger de la viande. Oui. En fait, il faudrait arrêter. Il faudrait que le monde entier arrête. On en est loin. On n'y est pas encore. Mais donc vous, pourquoi mais alors le ce vegan, choix, on s'est posé la question au début. Au début, on voulait avoir une alternative à chacun de nos modèles. On voulait avoir une alternative vegan. Donc on a fait beaucoup de recherches dans ce sens-là. On a fait des essais, tout ça. Et en fait, le vegan, c'est bien pour plein de choses, mais en tout cas, c'est absolument pas adapté à la chaussure. Pour plusieurs raisons. Alors déjà, il y a une chose à savoir dans le vegan, c'est que le liant, parce que le vegan, donc cuir d'ananas, ce que j'allais dire, pignatex, ce genre de choses. Voilà, on a tout essayé. Le cuir de pomme, de bois, de champignons, donc, et maintenant même le cactus, on a essayé. Oui, c'est vrai qu'il a été mis au point au Mexique, je crois, le cactus. Et donc en fait, il faut savoir que le liant, en fait, qui permet de faire de ces poudres. Ouais, parce que à la base, c'est une poudre. Et donc, en fait, ce qui permet d'en faire un cuir, on va dire, une matière, c'est du plastique. Voilà, c'est des liants. C'est lié avec du plastique. Qui permet de faire une espèce de peau, c'est un plastique. Donc, du coup, t'es là, tu dis, ok, certes, j'utilise pas de l'animal, mais à la fin, je fais du plastique. Bon. C'est du vinyle, en fait, à l'ancienne, mais avec de la poudre d'ananas, de la poudre de pomme, de la poudre... Sauf le cactus. Et le cactus, je trouvais que ça pouvait être intéressant. Par contre, en fait, la durabilité est très, très réduite. Et on ne peut pas faire de chaussures avec, c'est trop élastique. On peut faire que des lanières de sandales. Enfin, on peut pas monter une chaussure fermée. Et surtout, ça ne dure pas parce que ça ne tient pas le mouvement. Et donc ça casse. Et en fait, il y a surtout, même ils le disent même eux-mêmes sur leur site, ils ont une durabilité courte. Donc ça marche pour un sac, ça marche... et encore, parce qu'un sac, une durabilité courte... ça dépend ce que tu en fais de ton sac. Si tu travailles toute la journée... À la limite, un portefeuille... En fait, à chaque fois qu'il y a un produit nouveau qui sort, on l'étudie, on en parle beaucoup avec notre fabricant, on essaie... Oui, puis c'est vrai que lui, il nous suit là-dedans. Il nous dit, OK, on fait un essai. Il est jamais fermé. Il est jamais fermé. Donc ça, c'est plutôt bien, cool. déjà. C'est trop bien. Mais après, donc pour répondre à ta question, donc au début, on s'est posé la question et en fait, c'est vrai que même lui nous avait dit attention quand même, un cuir vegan. Faites gaffe parce que notamment il y a une spécificité. Il faut savoir que le cuir, le vrai cuir, est une matière naturelle qui est adaptée à la chaussure pour la simple et bonne raison déjà que c'est une matière qui respire. Et donc, notre pied, quand il est enfermé dans des chaussures, il transpire. Et en fait, il a besoin de cette système d'aération naturel, on va dire, que procure le cuir pour éviter que ton pied il moisisse dans ta chaussure, quoi. Tout simplement. C'est même le problème en fait. pour par exemple un t-shirt en polyester ou ce genre de choses. On voilà. transpire dedans. Exactement. C'est l'enfer. C'est exactement la même chose. Et donc en fait, chaussures véganes, c'est pas idéal. À ce niveau-là. Et donc, c'est pour ça, en fait, qu'on a... Donc, il y a la composante plastique qui fait que, tu règles un problème, mais en fait, t'en crées un autre. Et en fait, ce n'est pas du tout une matière qui est adaptée aujourd'hui, qui est adaptée à la chaussure. Et c'est pas durable. Alors que le cuir, quand même, la chaussure, si on peut la porter toute sa vie, c'est bien. Si on en prend soin, il faut vraiment apprendre à réapprendre à prendre soin de ses chaussures, de son sac en cuir. Parce qu'en fait, moi, j'ai des chaussures qui ont plus de 50 ans de ma grand-mère, parce que c'était une époque où on prenait soin de ses affaires. En fait, elle avait des embauchoirs pour chaque chaussure, elle les cirait toutes les semaines, et c'est des chaussures que j'ai encore. Donc, et qui sont pas craquées, qui sont pas cassées, qui sont portables. Donc, une chaussure peut être vraiment durable si on en prend soin, si on les ressemelle. Quand il y a la qualité aussi. Voilà, quand elle est de qualité, bien sûr. Et donc, en fait, aujourd'hui, on n'a pas trouvé plus durable que le cuir. Mais par contre, même si aujourd'hui, on n'a pas trouvé mieux que le cuir, nous, on continue de chercher. Oui. Voilà.
On continue les recherches toujours. Bah oui, toujours. Ok. Et on se tient au courant. Donc, Parce que vous faites aussi la même chose sur ne pas utiliser du tout de plastique, parce qu'on se rend pas forcément compte. Enfin, moi, j'en avais pas spécialement conscience, mais en fait, il peut y en avoir un petit peu dans la, voilà, c'est ça, dans la semelle, dans ce genre de choses. Il peut y en Et avoir. donc vous avez fait beaucoup de recherches. Où ça en est un petit peu toutes ces recherches pour bannir le plastique de la chaussure. Alors, dans les semelles, soit c'est des semelles en cuir, et donc là, il n'y a pas ce problème-là. Soit il y a une gomme isolante pour les chaussures d'hiver, certaines ont une gomme isolante ou une gomme sur la pointe pour retarder l'usure. Là, on utilise de la gomme naturelle. Donc c'est de l'arbre, de la sève de l'arbre, et donc c'est biodégradable. Donc c'est pas du plastique, c'est beaucoup plus cher, mais c'est un choix qu'on a fait. Et ensuite, il y a les semelles par exemple, les chaussons de plage et tout ça. Ça, c'est une semelle qui, au tout début, était en plastique. On a réussi à trouver un bioplastique, en fait, qui est fait à base de déchets de betterave, de maïs et de sucre de canne. Canne à sucre. De canne à sucre. Et de canne à sucre. Et donc, ce n'est plus vraiment du plastique. Il y en a encore un peu dedans. Hein. Il y en a encore un tout petit peu. Ouais. Oui, mais bon, beaucoup moins. Et je crois que c'est quasiment le seul élément encore aujourd'hui où on a encore un petit peu de plastique. Ouais. Parce que maintenant, les zips... Les zips sont 100% recyclés et 100% recyclables. Parce qu'ils ont réussi à les recycler d'une certaine façon qu'ils soient recyclables. Parce que souvent, le plastique recyclé n'est pas recyclable. Et aussi, on a trouvé des talons. Enfin, l'intérieur des talons, en fait, est une matière, une résine. Et on a trouvé des talons en ABS, ça s'appelle recyclés, qui sont en plus dans leur processus de recyclage, qui utilisent 65% d'électricité en moins, 99% moins d'eau et qui ont une empreinte carbone presque neutre. Voilà, des choses comme ça. On continue et on cherche à force. Parce que nous, on est dans la recherche, mais le monde est dans la recherche aussi. Et en plus, encore plus depuis Covid. Et donc, en fait, les gens maintenant nous prennent moins pour des folles et nous disent « Ok, je t'écoute, vas-y, on va chercher ensemble. » Et la dernière fois, j'étais quand j'étais en Italie, on a trouvé un moyen peut-être pour faire un bambou entièrement recyclé. Et tout ça en parlant avec le fabricant pour le dessous du talon. En fait, il y a l'intérieur du talon et il y a le dessous du talon. Et c'est de la gomme, mais en fait, il faut aussi, on peut la recycler, il y a plein de choses à faire. Sauf que aujourd'hui, comme ces choses-là ne sont pas brevetées, il n'y a pas de technologie propre. Par contre, avec les moyens du bord, comme le label bio, plus bio que bio, justement les sans labels, les sans labels, mais plus bio que bio, on peut faire des choses en fait en discutant. Parce que c'est ça l'avantage aussi, et c'est le fait de pouvoir se déplacer. C'est chez ce gens-là. C'est dur à dire. Et du coup, en fait, en discutant, c'est marrant parce que c'est surtout la partie de Paul, mais quand elle y va, en fait, il y a des fois des choses qui se font dont on ne savait pas forcément et que ça existait. Et même des fois, ce fournisseur, il dit « Ah, mais oui, non, mais bien sûr, si tu veux faire ça, mais on peut le faire, mais bien entendu. » Et en fait, il y a des choses qui même pas pensé. Ouais. Enfin, et le pire, en fait, c'est parce que personne n'y avait jamais demandé. Oui, et pire, il payait pour jeter ces déchets-là. Ouais. Il devait payer pour aller les amener quelque part. Et je dis, mais en fait, on peut les recycler. Eh ben oui. Des choses comme ça. Enfin, il y a des choses parfois à force de discuter, on trouve des solutions et c'est ça. Enfin, en fait, moi je trouve que c'est génial. C'est un jeu. Franchement, c'est trop cool. C'est un jeu. C'est devenu en plus, comme un os à ronger. Quoi. À chaque fois que tu découvres ces trucs, tu me dis mais non, mais j'ai découvert un truc, c'est incroyable. Faut que je te raconte. Moi, je suis là, ok, vas-y, raconte. Non, mais c'est fascinant, c'est passionnant. C'est passionnant. J'imagine. Parce que là, aujourd'hui, qu'est-ce que vous souhaiteriez améliorer dans votre marque pour être encore plus responsable? Il y a des choses. Déjà, on va pas se mentir. Celui qui dit qu'il fait tout bien, c'est un menteur. Ça, c'est clair. Donc, on fait pas tout bien. La marque parfaite n'existe pas, n'existera jamais. Probablement. Donc, on utilise un peu de plastique. On aimerait bien l'éradiquer à 100%. C'est en cours, en tout cas. Oui, vous c'est essayez. En cours, mais bon, je sais pas si on y arrivera un jour. Mais voilà. Mais on a les rêves, ce serait d'avoir une parfaite connaissance et du coup maîtrise de l'ampleur de notre empreinte carbone pour pouvoir la compenser, mais la compenser intelligemment. Pas juste en plantant des arbres en mode monoculture de forêt monoculture, tu vois. Qui vont s'incendier. Mais donc ça, ce serait... ça, c'est un gros projet. Alors, un peu au début, on était un peu la fleur au fusil en disant, oui, on va être carbone neutre, machin. En fait, on s'est rendu compte que c'était un monde qui s'ouvrait à nous, encore une fois, et que ça nécessitait des connaissances et une expertise
assez importante. Donc, mais ça, c'est surtout un qu'en sujet. plus, à force de faire des recherches, maintenant, toi, tu veux qu'on soit carrément carbone négatif. Ouais, parce qu'on Et peut c'est en fait, intéressant. mais bon, ça demande beaucoup de travail. Mais ça, c'est des réflexions qu'on mène et ça fait partie de nos objectifs. Et après, l'objectif suprême, mais qui n'est pas inatteignable, sur lequel dont on discute avec l'usine, ce serait de maîtriser à 100% le cycle de vie de nos produits. Et donc, c'est-à-dire qu'on fabrique, mais on récupère et on recycle et on remet en circulation les éléments. Et ça, ce serait ça, si on arrive un jour à faire ça, moi perso, j'aurais bouclé ma boucle. Voilà. Ok. Je me dirais, parce que si tu veux, au tout début avec Paul, on avait un peu ces espèces de croyances. On a découvert ce mot-là cette semaine, la croyance limitante. Tu sais, où tu te persuades d'un truc et du coup tu le fais pas. Et au début, on était là, mais ok, on a des convictions environnementales, notamment des valeurs. On veut un peu plus d'alignement avec de notre travail, avec notre vie, mais en même temps, on rajoute une énième marque aux marques. On va encore créer des produits. On rajoute encore au bazar ambiant, quoi. Et puis finalement, c'est des gens autour de nous qui nous ont dit, mais enfin, moi, je préfère venir acheter chez des gens comme vous, où je sais que les choses sont bien faites, que chez des autres. Donc, vous avez presque un devoir finalement, du fait de votre expertise et de votre engagement, que de le faire, parce que du coup, vous offrez une alternative aux gens. Donc, c'est vrai. Donc, on s'est dit, c'est vrai, c'est un bon argument, carrément. Mais c'est vrai qu'il y a quand même encore des jours où on se dit, oh, punaise, oh là là, il y a encore ça qu'on fait pas forcément bien, tout ça. Donc, si on avait la possibilité un jour de maîtriser à 100% le cycle de vie de nos produits, ce serait absolument... là, ce serait parfait. Quoi. Et c'est l'objectif. Ouais. Parce que c'est vrai qu'il y avait une phrase, c'est marrant que tu dis ça, parce que j'avais relevé sur votre manifeste et que je trouvais très intéressante, d'avoir osé la marquer. Parce que vous écrivez, nous avons conscience que nous participons à notre petit niveau au problème, fabriquant des biens dont nous n'avons pas forcément besoin. Donc je me disais, alors pourquoi dans ce cas avoir décidé quand même tu vois, de lancer des chaussures? Cette phrase, elle vient plutôt de moi, parce que j'étais plutôt la reine de la croyance limitante à ce niveau-là. Mais en fait, c'est pas vrai qu'on en a pas besoin, parce que les femmes auront toujours besoin d'être chaussées. J'allais dire, se balader pieds nus, c'est compliqué. Voilà. Quoi, donc, non, mais voilà. Mais donc c'est... Et ça s'use, et puis t'en as toujours besoin. Donc autant le faire et le faire bien. Mais quand même, tu vois, il y avait un peu cette idée de on est une énième marque parmi les marques. Donc ça, c'était... Je comprends que ce soit une problématique. C'était au début, évident, au début, moi j'avais un peu du mal avec ça. Moi, et puis en fait, chemin faisant, je me dis waouh. Si nous, avec nos 30 ans d'expérience commune, parce qu'à nous deux, on a plus de 30 ans d'expérience, d'expertise, l'honnêteté qu'on y met, la passion qu'on met là-dedans, si c'est pas des gens comme nous qui essayons de changer les choses, qui va le faire en fait. Bien sûr. Donc on a besoin de jeunes marques qui se lancent comme ça et qui essaient de faire bouger les choses, parce que c'est comme ça aussi qu'on arrive à forcer les grandes entreprises à bouger. Absolument. Absolument. Mais voilà, donc oui, maîtriser le cycle de vie de nos produits, jusqu'à la fin. Ça c'est le rêve. Okay. Le rêve. Parce que c'est vrai qu'il y a certaines marques qui commencent à se mettre par exemple dans la consigne. Je ne sais pas si c'est une piste que vous avez envisagée un jour ou pas, mais... Oui, alors il y a la consigne, mais qu'est-ce qu'on en fait ? En fait, nous, quand on parle de cycle de vie, c'est qu'est-ce qu'on fait des chaussures une fois, si on les récupère, par exemple, s'il y a eu un problème, n'importe quoi, une femme qui n'en veut plus, plutôt que d'être jetée, on les récupère. Qu'est-ce qu'on en fait pour que rien ne soit perdu? Parce qu'il va falloir décoller le cuir du talon, il va falloir décoller le cuir découdre le zip, le renvoyer à recycler. Il y a plein de choses à mettre en place. Et donc, en fait, c'est vraiment quelque chose à mettre en place. Il faut créer, je pense, un atelier exprès, des systèmes de recyclage, on y réfléchit. Nous, ce qu'on voudrait, c'est avoir une chaîne de démontage à côté de la chaîne de montage, quoi. En gros, ce serait ça notre rêve. Mais on va suivre ça. Mais après, quand on en parle à notre fabricant, il nous dit OK, on se les garde dans un coin de la tête et on verra. Donc ça, c'est canon. Ok, c'est bien. Le jour où on peut prendre le temps aussi, parce que c'est vrai que là, on est en croissance, on est en pleine croissance et on est très peu nombreuses. Donc le temps nous manque. Évidemment. Oui, le temps manque, ça c'est sûr. C'est sûr. Surtout maintenant qu'on a une crevette en plus là, qui s'exprime aussi. Qui s'exprime, oui. Donc, de toute façon, on arrive à la dernière question rituelle du podcast que je pose à toutes mes invitées. Est-ce que vous avez des modèles dans la vie ?
Alors attention, là, vous avez un tunnel de Paul. Non, mais des modèles, oui. Alors moi, j'ai toujours été fascinée et inspirée par les grandes femmes de l'histoire. C'est vraiment les grandes féministes, les aventurières, les humanistes. Ça peut aller d'une aventurière genre Amelia Earhart à Gisèle Halimi, Simone de Beauvoir, une George Sand à l'époque aussi, bien avant, qui était une femme d'une liberté extrême pour son époque et donc complètement rebelle, et Colette aussi, dont j'admire le parcours. Après, bien sûr, il y a des créatrices et des grandes artistes, mais je trouve que en fait, celle qui m'inspire le plus, c'est les humanistes. Voilà. Alors moi, je suis plus classique, moi. Hein. Moi, je dirais, Barack et Michel, clairement. Non, mais c'est Barack marrant. Obama. Michelle Obama revient très souvent quand je pose cette question. Moi, ce qui m'impressionne chez cette femme, c'est d'arriver à un tel niveau de célébrité, parce qu'en fait, c'est devenu une célébrité, et de garder cette humanité et ce côté pied sur terre. Je trouve que c'est admirable. Voilà. Et sinon, moi, je suis un peu plus années 70, lutte afro-américaine, black. Non, enfin bon, moi, j'ai Angela Davis dans la tête. Enfin, j'ai toujours vu les photos de ma mère sur les épaules de mon grand-père dans les manifs quand Angela Davis s'était fait virer de son université, qu'elle pouvait pas y rentrer. Et voilà, mes grands-parents étaient à fond dans ces luttes-là, et ça m'a bercé toute mon enfance. Et voilà. Forcément, donc, ça t'a marqué. Voilà, ça m'a marqué. Ouais. Et j'aurais rêvé, quand j'étais gamine, mon rêve, ça aurait été d'avoir grandi dans les années 60 aux États-Unis. Voilà, et de participer à toutes ces luttes pour les droits civiques et tout. C'était mon. Voilà, je me dis, j'aurais dû vivre à cette époque-là. Mais bon, voilà. En tout cas, ce sont des très beaux modèles, très différents et très beaux. Oui, merci. Merci infiniment d'avoir répondu à toutes mes questions. Ouais, c'est trop cool. Merci beaucoup. Merci à Marine et Paul d'avoir participé à cet épisode de Nouveaux Modèles, et merci à Thomas Langlin, notre ingénieur du son. Si vous aimez l'émission, dites-le moi avec des mots doux et des étoiles sur vos applications préférées, et parlez-en autour de vous, c'est ce qui m'aide le plus à faire connaître le podcast. Pour ne louper aucun épisode, rejoignez-nous sur Facebook, Twitter et Instagram @nouveaumodèle.podcast. Je vous dis à très bientôt pour rencontrer un nouveau modèle.